we discover more compassionate relations with human beings, but how can we develop compassionate relations with the other creatures with whom we share this planet? And that would mean challenging the whole capitalist industrial form of food production. Bonjour et bienvenue sur l'Afro-écologiste, le podcast qui parle d'écologie et de véganisme d'un point de vue décolonial et afrocentré. Je suis Charlotte du compte Instagram AfroVenews, entre autres, interviewée lors de la saison 1 de ce même podcast. J'ai le plaisir, j'ai l'honneur aujourd'hui d'inverser les rôles et à mon tour d'interviewer l'Afro-écologiste elle-même. C'est donc afin de clôturer la saison 2, que je prends les rênes de ce précieux podcast afin que nous puissions ensemble découvrir qui se cache derrière le projet l'Afro-écologiste. L'Afro-écologiste, bonjour. Bonjour Charlotte. Afin de commencer l'entretien, je te laisse te présenter. Mais bonjour tout le monde, je suis l'afro-écologiste ou solaire en réalité, j'ai 27 ans. Je suis franco-haïtienne et j'habite en Californie où je fais une thèse de doctorat sur l'afro-véganisme, ou en tout cas les traditions végétaliennes au sein de la diaspora africaine. D'accord, solaire. Donc je vais t'appeler solaire pour l'occasion. Pourquoi as-tu créé ce podcast ? Alors j'ai créé ce podcast il y a 2 ans, pendant Covid. Je travaillais, je lisais sur l'afro-véganisme puisque comme je l'ai dit, c'est ma recherche, c'est mon travail. Et j'en ai eu marre, en fait, de produire du contenu pour un milieu qui, en fait, est très, très restreint, qui est un milieu universitaire, et j'avais très envie de parler d'afro-véganisme avec n'importe qui n'est pas un professeur. Donc, j'avais très envie, en fait, d'entendre des afro-véganes vivants de ma génération, de partout dans le monde, pour savoir comment ils en sont arrivés à être afro-véganes, qu'est-ce qui s'est passé, et pourquoi c'est une cause qui est importante pour eux, ou elles. D'accord, donc il y avait de la curiosité. J'allais dire, il y avait de l'ennui, mais pendant la période Covid, tu travaillais. Ah oui, je travaillais beaucoup même. Tu travaillais et du coup, comment tu es arrivé à justement combiner l'ambiance Covid, combiner la vie pro, la gestion d'un podcast qui demande beaucoup de travail, pour m'être essayé, ça demande beaucoup de travail en amont et en aval, beaucoup d'énergie. Comment tu as réussi à combiner tout ça ? Je sais pas si j'ai bien combiné puisque j'ai quand même pris 2 fois des pauses de 6 mois depuis que j'ai commencé ce podcast. Donc il y a des moments, il y a eu des ratés, mais par rapport à comment combiner la vie pro, la vie perso, la gestion du podcast, je pense que j'ai réussi globalement sur la durée parce que ça me plaisait tout simplement. C'était vraiment un projet qui me faisait du bien, qui me sortait le nez des bouquins et où j'ai juste été tellement contente en fait de rencontrer des gens. Parce qu'il y a beaucoup d'afro-véganes, mais on est vraiment éparpillés. Donc ça faisait du bien de rassembler plusieurs personnes, de les écouter. Il y avait quelque chose de très relaxant, en fait, dans cette initiative. Ça t'apportait beaucoup de bien-être, ça t'excitait un petit peu l'idée de propager le message. Tu avais l'impression que je sais pas, j'allais dire une mission, c'est un peu gros, mais qu'est-ce qui t'a donné la force, si ce n'est le plaisir? Est-ce qu'il y avait autre chose derrière? Je pense que très égoïstement, déjà c'était rassurant. Peur qu'on peut avoir quand on est étudiant et qu'on s'apprête à être professeur dans des universités, c'est de faire du travail hors sol. Ça fait très peur, en fait. Je me dis, est-ce que je suis la seule personne qui est afro-végane? Je vois quelques statistiques ici et là, mais on connaît pas nécessairement les gens. Ça faisait du bien de voir des gens de toute classe sociale, de tous horizons, qui en fait arrivaient aux mêmes conclusions. C'était rassurant par rapport à ma propre recherche, parce que je n'ai pas envie de faire de recherche hors sol. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait peur? Enfin, qu'est-ce qui te déplaît dans le fait de faire de la recherche hors sol? Ça pourrait être juste pour l'exercice intellectuel, par exemple. Pourquoi? Qu'est-ce que tu attends justement de la recherche, du coup? On peut faire de la recherche hors sol, la raison pour laquelle moi j'ai pas envie de le faire, puisque recherche hors sol c'est quelque chose d'ailleurs. J'ai tout simplement, moi j'aime les livres où quand j'ai fini le livre, je me dis, particulièrement en sociologie, en histoire, où je me dis, je sais dans mes entrailles que c'est ancré dans la réalité. Enfin, je sais que c'est vrai en fait. Quand vous lisez une expérience sociologique, quelque chose comme ça, et que vous vous dites, ah oui, j'ai compris quelque chose sur moi-même et sur le monde aujourd'hui, j'ai envie de produire cet effet-là. J'ai envie de savoir qu'il y a des gens que ça intéresse, qu'il y a des gens qui le lisent. Je pense que je suis autant une pédagogue qu'une chercheuse.
dans mon attitude et j'ai besoin d'interaction en fait dans ma recherche tout simplement. J'ai besoin d'interaction et le podcast m'apportait ça. Et par rapport à ta question sur une mission plus large, je pense qu'on n'arrive pas tous à l'écologie ou au véganisme par les mêmes chemins. Je pense que le chemin que moi j'ai emprunté, il marche pas pour tout le monde. En matière de propagation de l'afro-véganisme, je pense que les gens ont besoin d'entendre plusieurs discours et ils choisiront celui qui leur parle le plus. Et je peux pas être tous ces discours-là en même temps. Par rapport à l'idée de la propagation de l'afro-véganisme, c'est un peu comme ça que je le voyais. Je veux juste m'asseoir, écouter ce que les gens ont à dire, comment ils en sont arrivés là. Et je pense que ça va sonner des cloches pour quelques personnes dans l'auditoire. Et puis pas pour d'autres, mais peut-être que l'épisode d'après, ça fonctionnera. J'ai l'impression que c'est une mission accomplie, en tout cas, le fait de proposer plusieurs narratives, justement, comment, selon nos convictions, notre parcours, nos héritages aussi, comment on arrive finalement aux mêmes conclusions. Et ça, je trouve que c'est très, très important ce que tu as fait. C'est très parlant. Ouais, c'est très parlant, toi qui cherchais l'interaction. Est-ce que tu as l'impression de l'avoir trouvé? Est-ce que tu as des retours du sol, entre guillemets? Est-ce que par rapport au fait que tu enseignes, par rapport à ton parcours académique, dont j'aimerais qu'on parle un petit peu après, est-ce que tu as une lecture particulière de cette expérience de podcast? Par rapport à la première question qui est quels sont les retours que j'ai eus par rapport au podcast? Majoritairement de très bons retours. J'ai eu un public très respectueux. J'ai vraiment eu un public très très respectueux et merci beaucoup d'ailleurs pour toutes les personnes qui écoutent. Les retours, les critiques, tout était toujours formulé de manière extrêmement constructive. Donc c'était très agréable. Il y a des gens qui sont devenus véganes, il y a des gens qui ne sont pas devenus véganes mais qui m'ont aussi envoyé des messages en disant ton contenu a débloqué quelque chose. Je ne suis plus opposée à avoir cette conversation comme j'ai pu l'être par le passé. Tous les degrés de changement, de questionnement que ça a pu provoquer, j'en suis ravie. Donc ouais, j'ai eu surtout des retours positifs. Et par rapport à comment je le vois après avec un regard académique, je pense que aussi derrière le podcast, il y avait une fatigue d'entendre sur l'afro-véganisme, il n'y a rien du côté francophone. Je suis un peu hargneuse, du coup ma réaction c'était s'il n'y a rien, je vais faire quelque chose, tout simplement. On va créer des archives, comme je dis. D'autres personnes qui voudront travailler sur l'afro-véganisme en contexte francophone, ils auront ces 25 épisodes au total avec des gens qui parlent et qui redirigent vers des lectures et qui redirigent vers des lieux et qui redirigent vers des souvenirs. C'est quelque chose. Ouais, c'est vrai, je confirme. On se sent moins seul aussi. Donc, et particulièrement vu que le podcast a été créé pendant la période Covid, c'était vraiment, ça avait un goût particulier, quoi. On se sentait moins isolé et je pense que c'est pour ça aussi que ça a marqué aussi le public, ça l'a réconforté. Du coup, il t'a renvoyé beaucoup de respect, je pense, moi, en écoutant, c'était la gratitude, quoi. J'étais contente. J'étais ravie d'entendre que je n'étais pas toute seule. Merci de donner la parole comme ça à différentes personnes afro-véganes. Donc oui, bien joué, madame. On parlait brièvement de ta lecture académique que tu pourrais avoir par rapport à ce podcast. Déjà, d'où te situes-tu académiquement parlant, on va dire? Quel est ton parcours académique, si tu as envie de nous en parler? Parce que je pense que ça prend une part importante dans ton analyse du mouvement, dans tes apports aussi, dans tes réflexions que tu nous partages. Oui, mon parcours académique, il était très classique, en fait. J'ai fait l'immense majorité de ma scolarité en France, prépa, licence, master en France, et j'ai commencé à travailler très tôt sur les questions environnementales, dès la prépa. C'était vraiment ce qui m'intéressait, c'était évident. Le master, j'ai commencé à transitionner sur la question animale, et ensuite, à la fin de mon master, avec l'expérience que j'ai eue en master, j'ai compris, ou en tout cas j'ai eu le sentiment qu'il fallait pas que je reste en France si je voulais travailler sur l'afro-véganisme. Donc j'ai décidé de partir faire un PhD, donc c'est l'équivalent de la thèse aux États-Unis. C'est un peu différent de la thèse française, ça dure 6 ans. Donc je suis partie en Californie où j'habite actuellement et je vis ici depuis, là j'entre dans ma 4e année scolaire ici. Donc j'arrive vers la fin de ma thèse. Et donc, du coup, tu disais qu'il y avait une transition vers l'afro-véganisme dans le parcours scolaire, mais c'est la transition de quoi vers le véganisme?
Ça a été un long cheminement, c'est-à-dire j'avais commencé à m'intéresser, ma licence était en philosophie, j'avais commencé à m'intéresser à l'éthique à la base. À D'accord. l'éthique, tout simplement, mais alors les textes qu'on trouvait en éthique, c'était souvent entre humains, mais ça m'a amené petit à petit vers l'écologie et la philosophie environnementale, et à l'époque j'étais persuadée que c'était ce que je voulais faire. Donc je lisais, et il y avait des contradictions, des choses qui me bloquaient en fait. C'était l'éducation française très blanche, quoi. Enfin, on avait vraiment Rousseau, Aldo Léopold, enfin, c'était tous ces auteurs blancs de classe moyenne qu'il fallait que j'étudie, et on me proposait rien d'autre, et il y avait une envie d'aller vers ce champ-là, et il y avait quelque chose qui me rebutait. Après, toutes les vidéos sur le véganisme sont arrivées un peu partout sur Internet, où il y a eu cette espèce de boom de personnes qui parlaient de cette question-là, où je suivais de loin, mais je n'étais pas vraiment végane. Après une conversation animée, j'étais très anti-végane à l'époque, avec un vegan, ça a commencé à débloquer quelque chose, mais il y avait toujours cette impression en fait que le véganisme partait d'un besoin de maîtrise. À chaque fois que j'en entendais parler par le véganisme mainstream, qui me bloquait complètement, je me disais c'est pas moi, c'est pas mon paradigme. C'est vraiment cette impression quand vous arrivez dans une salle militante où vous savez à l'instant que c'est pas pour vous. Et j'avais vraiment cette impression-là avec ce que j'entendais du véganisme. Et quand j'étais en master, je suis devenue végane grâce à la rencontre avec des textes afro-véganes majoritairement. Donc les Alfco, Silco, Sylvia Winter, qui n'est pas vraiment végane, je pense, mais qui parle beaucoup de relations humaines-animales, où là, j'ai vraiment compris qu'en fait, il y avait un champ disciplinaire entier qui s'ouvrait devant moi, et où j'ai réussi à réconcilier cette espèce de blocage que j'avais à l'époque. Oui, tu avais besoin d'autorité, ouais, d'autorité qui te ressemble davantage ou qui te parle à toi plus directement. C'est même pas tant une histoire juste de ressembler. Je pense que même si un prof noir ou métis avait fait un cours sur l'éthique environnementale très centré sur la philosophie blanche, ce serait pas passé. C'était Mhm. vraiment en fait un besoin de voir comment les philosophies animalistes pouvaient être formulées dans un paradigme qui me correspondait plus, qui était plus peut-être un peu moins dans la maîtrise, un peu moins dans le rationnel forcé, et un peu plus dans oui, des philosophies qui sont pas ancrées dans la maîtrise, où il y a il y a des espèces de relents colonialistes et presque militaristes en fait derrière. J'avais besoin de sentir de l'amour communautaire dans ce que je faisais en fait, et je peux pas trouver D'accord. ça dans les milieux vegan mainstream. Donc en fait, j'étais déjà vegan techniquement à l'époque en termes de mon alimentation. Je le disais pas Mhm. trop parce que le terme me parlait pas. Donc c'est quand j'ai fait cette rencontre en fait avec la possibilité de ce soin et des humains et des animaux et des philosophies qui ont été écrites par des personnes noires, par des personnes non blanches mais pas noires de temps en temps. Oui, tu avais besoin que le sujet, enfin d'avoir plusieurs comme voies d'accès en fait au sujet, ou à un même sujet, plusieurs manières enfin plusieurs analyses, ou plusieurs points de vue peut-être, qui arriveraient quand même à peu près la même conclusion. Est-ce que c'est la même conclusion en fait c'est-à-dire aux mêmes actes on en arrive aux mêmes En actes. même date. On en Voilà. arrive aux mêmes actes, oui. Est-ce que c'est la même conclusion philosophiquement? Je suis pas sûre. Moi non plus. Je suis pas sûre. Ouais. D'accord. Et ça, c'est très intéressant. Et est-ce que tu as eu, parce que du coup, ce sont des propositions, des lectures particulières, je dirais, enfin, du moins qui ne rentrent pas dans le mainstream. Vu que tu cherchais d'autres références, est-ce que tu as eu des obstacles pour déjà les trouver, pour pouvoir les faire valoir aussi dans ton travail? Est-ce que dans ton parcours universitaire, scolaire, enfin plutôt universitaire du coup, est-ce que tu as rencontré des petits blocages d'un point de vue système académique ou, enfin, voilà. Parce que c'est quand même particulier. C'est-à-dire que tu rentres pas dans les cases. Des gros obstacles, je pense. Quand je disais, j'ai compris que je pouvais pas étudier ce que j'avais envie d'étudier en France, c'était vraiment une conclusion après de très très nombreux obstacles. Ouf, il y en a eu tellement. Je pense que ça a beaucoup commencé avec le master, quand je m'intéressais déjà à la question animale. Et à l'époque, il y avait zéro mention de race parce que je savais que voilà, on est en France, c'est pas possible. Donc pour mon master, je m'intéressais en fait à ce que je voulais aller dans une école et faire beaucoup d'ateliers avec les enfants en rapport avec les animaux pour en fait évaluer l'évolution de la perception des animaux en grandissant. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a déjà des catégories spécistes en place quand on a 3 ans, à quel âge ça arrive, quels sont les arguments des enfants en fait
par tranche d'âge. Donc c'était ce que je voulais faire. Et t'as vu quoi d'ailleurs? T'as eu quoi un peu comme, oui, comme réflexion d'enfant? Ça paraît être intéressant ça. Oui, parce que j'avais vu à l'époque, c'était en résumé, hein, que comme le genre, en fait, comme le genre, comme la race, c'est les gros piliers de ces catégories-là sont déjà présents à l'âge de 3 ans. Ils ne sont pas aussi précis que quand ils grandissent. Le type d'animaux qu'ils valuent le plus, ou qu'ils mettent le plus en valeur, ou avec lesquels ils ont envie d'être amis, va beaucoup changer. Et les critères sont aussi un peu différents. Je sais que les enfants de 3 ans parlaient plutôt du critère de danger par rapport aux animaux qu'ils n'aimaient pas, Mhm. alors que 7-8 ans, c'était plus, il me semble, la beauté. Il y avait des choses qui évoluaient un peu, mais la grosse conclusion, c'était vraiment que les catégories spécifiques étaient déjà bien, bien en place à l'arrivée à l'école, avec des petites nuances par âge. Mais par rapport à ce sujet-là, voilà, que je voulais faire en master, impossible de trouver un stage. J'avais personne pour m'encadrer dans mon université. Il a fallu, en fait, je me suis dit, ben, tu sais quoi, Solaire, tu veux un stage, construis ton stage toi-même. Donc, je suis allée chercher des financements tout seul. Là, les élèves de master tremblaient parce que j'ai fait ça en 2 mois, c'était très difficile. Va chercher ton argent toute seule. Ensuite, il fallait aller démarcher les écoles, aller faire entrer une inconnue dans une école pour passer dans toutes les classes. Il y a une école adorable dans l'ouest de la France qui m'a accueilli. Un grand merci d'ailleurs si on m'écoute, si vous êtes en train d'écouter, mais qui m'ont accueilli, on m'a logé. Enfin, vraiment, c'était du démarchage et c'était extrêmement compliqué. Et j'ai dû aller chercher ma maîtresse de master en Écosse. C'était Ophélie Véron, du coup, du blog Antione 21. Encore une fois, Oui, merci Ophélie si tu écoutes. waouh, waouh, waouh. Cadré pendant mon master. Donc, c'est vraiment elle qui, à distance, en fait, m'a relu, a tout fait. Et j'ai vraiment dû aller produire un travail supplémentaire par rapport à mes camarades de master. Hmm. Et je me suis dit, ben, ça, c'était 1 an et demi de ma vie. Il est hors de question que je fasse 3 ans de thèse en devant aller chercher mes mentors à l'autre bout de la planète. Enfin, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que j'ai un minimum de confort. En plus, je savais à ce moment-là que je voulais ramener de la race là-dedans, et en France, c'est très compliqué. À chaque fois que je mentionnais le sujet que je voulais faire, c'était les yeux au plafond, et c'est quoi ce sujet stupide. Vraiment, C'est vrai? surtout que j'étais T'as vraiment accueilli comme ça. j'étais vraiment une très très bonne élève, donc je pense que pour les gens qui pensaient que j'allais travailler sur Spinoza, c'était un peu. Je suis passée du Golden Child Ouais, c'est à ça. Gouttière. Vraiment, tout le monde était en mode, mais qu'est-ce que quoi, elle est en train de gâcher tout son potentiel. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est cette mentalité-là? Oh. Ah, c'est dommage. Et c'est dommage parce que est-ce que ça serait intéressant justement de pouvoir, de savoir qu'il y a une structure pour traiter des sujets comme ça, en fait, qui mêleraient la race, mais en France. Je veux dire, d'un point de vue, là, on parle pas d'un point de vue juridique, on parle d'un point de vue, du coup, ça serait quoi, sociologique, philosophique, sociologique, mais enfin, c'est vraiment, on ne veut pas discuter de la race, en fait. Non, on ne veut pas, non. Même si on équipe, c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire qu'on équipe, du coup, enfin, les étudiants s'équipent, on équipe les étudiants pour qu'ils puissent penser d'une certaine manière, voilà, on leur fait apprendre, analyser beaucoup, beaucoup de textes, on développe leur culture, etc., etc. Donc, ça veut dire que tu es équipé, tu es censé pouvoir être équipé pour traiter même d'un sujet tabou en France comme la race. Je comprends pas cette frilosité. Est-ce que tu as une réponse par rapport à ça, si ce n'est non. Est-ce que tu as une réponse par rapport à ça? Ben oui, ça attaque. C'est-à-dire que la France, elle est vraiment construite sur cette idée d'universalisme. Tous les cerveaux peuvent se comprendre. On est tous humains, intégrité du corps, intégrité de l'esprit. On est tout à fait capable d'empathie pour n'importe quel être humain. Je pense Mais que. l'histoire a prouvé que non, il me semble. Je comprends pas. Quoi. Donc, je comprends pas pourquoi. J'ai pas dit que c'était rationnel et logique. C'est l'idée sur laquelle tout ça s'est fondé et la mention D'accord. de la race à l'université, ça tout simplement attaquerait ce projet universaliste français. Donc voilà, je savais que ça allait être compliqué, je pouvais presque Hmm. pas trouver de texte dessus. Quand j'en trouvais, c'était en anglais, donc je me disais, bah, dans ce cas-là, autant aller dans un pays où on parle anglais, comme ça je lirai plus vite, mon anglais sera meilleur. Je pourrais rencontrer les gens, les inviter, organiser des conférences, faire des choses. Donc c'est voilà, mais c'était extrêmement difficile de trouver du support et au sein de l'université, enfin je suis vraiment allée chercher des profs blogueurs, tu vois, des gens qui vraiment sont médiatisés. C'était la Hmm. seule solution que j'avais en France et encore une fois un grand merci à Madame Véron.
Bah, nous me verrons. Non, mais c'est vrai. Enfin, moi, j'ai suivi aussi, elle faisait partie de mes références aussi, au tout début. Puis j'avais pas de, enfin, il y a pas beaucoup de ressources intéressantes enfin, non, je vais pas détruire non, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Mais elle avait une manière de traiter le véganisme, au-delà du côté pratique, parce que j'y allais aussi pour le côté pratique, hein, sur son blog, je sais pas si c'était plus neutre, mais qui me parlait enfin, qui ne m'altérisait pas, quoi, pour reprendre le terme de Maboula Somaoro. Je ne me sentais pas extérieure à ce qu'elle disait. Donc, enfin, complètement extérieure, comme j'ai pu me sentir parfois face à d'autres contenus ou d'autres propositions d'analyse ou de manière d'exprimer son véganisme, d'exprimer ses positions. C'est vrai, elle a quelque chose de très doux et de très pédagogue dans la façon dont Ouais. elle explique. Et en fait, un de mes mentors aussi aux États-Unis est français, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui écrivent sur le sujet, mais beaucoup on part pour pouvoir écrire sur le sujet. Et quand les gens restent, il n'y en a juste pas beaucoup. C'est tout. C'est un pays très vegan friendly. La France, ça va peut-être évoluer. Déjà. C'est juste, Oui, voilà, s'il y a des professeurs d'université qui écoutent, voilà, ne faites pas partir les gens, en fait. C'est-à-dire qu'on c'est une fuite des cerveaux, en fait. C'est dommage. C'est dommage. Plutôt que de prendre le sujet, justement, et en plus, quand on prend le sujet, même d'un point de vue stratégique, hein, s'ils veulent garder un peu le contrôle sur les choses, ben c'est peut-être mieux quand même de prendre en main, d'encadrer, de proposer un encadrement plutôt que de laisser fuir des cerveaux, de laisser partir des cerveaux qui auront un champ d'action beaucoup plus intéressant, ou en tout cas beaucoup plus épanouissant et peut-être même impactant ailleurs, parce que ailleurs, il y a des structures qui permettent justement de réfléchir sur la question. C'est bien dommage. Oui, donc très contente d'être partie. D'accord. Non, vraiment très contente d'être partie et je sais pas, il y avait aussi une résistance à me conseiller dans le système universitaire français où il y avait vraiment, on voulait que je reste à ma place, moi je le sentais comme ça en tout cas. Et c'était quoi cette place à laquelle tu devais rester? Je pense que à chaque fois que j'ai formulé le fait que je voulais faire de la recherche, que c'était vraiment ce que je voulais faire, j'ai surtout rencontré du mépris, vous savez, il y a plein de manières de faire de la recherche. Je veux être chercheuse, en fait. J'étais pas accompagnée dans ça. Même à la fin de mon master, quand j'avais dit, à la base, je voulais juste faire un stage aux États-Unis. Et j'avais dit, je voudrais faire un stage parce qu'il y a des profs qui travaillent sur ça là-bas, sur le véganisme, et ça m'intéresse d'aller là-bas. Et on m'avait dit, c'est bon, non, si vous n'êtes pas content avec ce qu'on vous offre en France, allez, vous avez qu'à aller faire votre thèse ailleurs. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Écoute, mais il y avait pas je me sentais pas bien accompagnée en fait, avec un respect de mes intérêts intellectuels. Voilà, normalement les gens sont intéressés par certains types de spéculations intellectuelles, on les accompagne pour que ce soit bien fait. Je sentais pas ça. D'accord. Et est-ce que tu as des exemples d'autres, je vais reprendre tes termes, hein, mais d'autres spéculations intellectuelles qui auraient plus la cote, entre guillemets, qui seraient plus, où ça serait plus facile d'être accompagné. Ça serait plus, oui, ça serait plus facile d'être accompagné. Ah bon, on m'avait dit verbatim, avant que j'entre au master, j'avais dit, moi, je m'intéresse beaucoup à l'époque, à l'environnement, du coup, et ce genre de choses. Et on m'avait dit, non, il faut pas vous spécialisez pas. Moi, je pense qu'il vaut mieux que vous écriviez votre thèse de master sur un grand philosophe que tout le monde connaît. On m'avait dit Spinoza à l'époque, je sais pas, éthique, je suppose. On m'avait dit, en fait, non, restez dans le général, restez dans le général. Et chaque année, on me disait, restez dans le un peu plus général. Il n'y avait pas d'écoute de ce que je voulais vraiment faire. On me parlait d'un plan de carrière que je ne voulais pas, en fait. Un plan de carrière de prof de philo classique où moi, c'était juste pas où je voulais aller, quoi. Enfin, c'est intéressant. C'est intéressant de savoir les dessous de tout ça, quoi, d'une thèse. Ouais, non, c'est très intéressant. Et du coup, parce que c'est pas tout le monde quand même. C'est-à-dire que tu rencontres beaucoup d'obstacles, tu sais ce qui serait plus facile de faire. Qu'est-ce qui quand même te donne la force de rester accroché déjà à ton idée, d'aller chercher des moyens? Enfin, moi, je vois une pugnacité, en fait, déjà. Qu'est-ce qui t'a permis de ne pas lâcher? La hargne. Je suis très très hargneuse. Ouais, je pense qu'il y avait un mélange de hargne,
J'ai un très gros ego, je supporte pas, j'ai du mal à supporter qu'on me dise quoi faire. Enfin, une des réponses quand j'avais dit une fois, je voudrais faire de la recherche, la prof m'avait regardé droit dans les yeux, elle m'avait dit, ah ben institutrice, ce serait bien sinon. Hein. Et quelques minutes après, un gars était venu dans son bureau en disant qu'il voulait faire de la recherche et elle lui avait expliqué les options qu'il avait. Un gars blanc, mais ça c'est le genre de moment que j'ai eu où ça me donnait juste encore plus de hargne pour continuer. Voilà, il y avait de la hargne, je pense aussi, je sais ce que je veux peut-être, mais je suis pas si jamais le milieu académique ne me donne plus la possibilité de faire ce que j'ai envie de faire, je sais que c'est pas grave et que j'arrêterai en fait. Quand les choses ne m'apportent plus, je sais que j'arrête. Donc je n'ai pas d'intérêt d'aller dans le système académique si c'est pour faire quelque chose qui ne m'intéresse pas. Voilà. Donc c'est tout simplement ça en fait. Je savais qu'il y avait un projet que je voulais mener à bien et s'il n'y avait pas la structure pour faire ça, j'étais pas prête à changer de sujet. Simplement. Oui, donc la hargne, oui, je crois que c'est le mot. Non, mais tu es déterminée. Je vous avais dit qu'on en saurait plus sur Solaire. On note, déterminée. On est d'accord sur ça ou pas? Oui. Je me le concède, ça va. Et j'aimerais bien aussi qu'on parle de ton parcours afro-vegan, parce qu'on a parlé du parcours universitaire, qui n'était pas tout simple, mais qui était... qui n'était pas tout simple. Mais donc déjà, bravo, parce que c'est pas tout le monde qui aurait eu la détermination et qui aurait eu le courage de pas lâcher ses idées. Le temps aussi, enfin plein de choses. Mais bravo. Enfin, moi, je salue ça. Mais du coup, qu'en est-il de ton parcours afro-vegan? Donc là, d'un point de vue plus personnel, pourquoi déjà, alors la fameuse question, pourquoi du coup t'es passé afro-vegan? Donc pourquoi es-tu passé afro-vegan? Je pense qu'il y a eu beaucoup. Alors, je suis devenue afro-vegan, je pense. Je suis tellement mauvaise aux dates, je pense que ça doit faire 5 ou 6 ans. Quelque chose comme ça. J'avais 21 ans, donc oui, ça fait 6 ans. Il y a eu un moment, de coupure, mais il y a vraiment une réflexion de vie qui m'a suivie presque depuis la petite enfance. Il a fallu 20 ans à mon cerveau pour lutter contre. Pour faire sens de l'animalité. Pas que je fasse sens de l'animalité maintenant, mais pour reconnaître que je me questionnais beaucoup sur ça. Mais je sais pas, je pense que ça a commencé dès l'enfance. Oui, tu peux questionner dès l'enfance par rapport à l'animalité. Aux animaux, peut-être. Quand on est enfant, peut-être c'est plus les animaux. Tu avais un rapport direct avec les animaux? Je sais pas, tu avais un chien, un poulailler. T'habitais à Paris? Enfin, t'habitais en France, je veux dire? La première partie de mon enfance en Haïti. Donc, mon père est haïtien, ma mère est française, et j'ai l'histoire de migration contraire de beaucoup de gens, en fait. C'est-à-dire, ma mère française est allée en Haïti. D'accord, oui. C'est vrai que c'est contraire. Mon père était en France un petit peu, mais presque pas de mon vivant. Du coup, on était en Haïti, donc oui, contact très direct dans la Caraïbe avec les poules, les cabris, les machins, les gens qui tuent la poule devant toi, les gens qui tuent le cabri devant toi. Ouais. Voilà, l'expérience caribéenne classique que beaucoup de gens vont reconnaître. Je partage beaucoup. C'était vraiment ça. J'ai pas vu, on m'a dit, c'est ma grand-mère qui m'a dit, parce que je lui demande, elle tenait la poule sur elle et elle l'a déplumée. Et en fait, c'était des poules quand même à qui on disait bonjour, on donnait à manger tous les matins. Et elle l'avait sur les genoux et puis je lui dis, tu fais quoi? Elle me fait, bon, reste pas là, parce que là, je prépare le déjeuner. Mais je suis partie, donc j'ai pas vu de mes yeux vus. Mais d'ailleurs, ça ne m'a pas empêché je n'ai fait aucune connexion. Donc, je sais pas si toi, tu as fait des connexions. Du coup, vu que tu avais les poules, vu que tu étais proche des poules, est-ce que, du coup, elles finissaient dans ton assiette? Est-ce que tu as questionné? À l'époque, ma sœur était cet enfant-là. C'était l'enfant sensible, qui ne mangeait pas de lapin, qui ne mangeait pas de poule. Ma sœur aînée, parce que, elle avait vu les animaux mourir, donc elle ne mangeait pas. Ma mère est pareille, c'est-à-dire qu'elle mange de la viande pour des raisons sociales. Elle n'a pas envie d'être exclue, donc elle a sauté sur l'occasion de devenir végétarienne quand je suis devenue végane, parce que du coup, elle est cachée derrière moi. Mais ma sœur, très sensible, moi pas du tout. Je regardais les poules se faire tuer en mangeant du poulet, donc non, pas du tout. Je faisais le lien, je savais très bien ce que je mangeais, mais il n'y avait pas de problème. En plus, il y avait des gens qui m'expliquaient l'intérieur de la poule, qui me montraient les organes, qui prenaient les œufs pas formés dedans. Enfin, non, j'étais très confortable avec ça. Il y avait quelques associations dans la petite enfance qui me gênaient. Je sais que je mangeais pas de viande rose, je mangeais pas de viande crue, comme beaucoup de personnes afrodescendantes, je pense.
chez les afrodescendants, l'histoire de viande rosée, tout ça, c'est non, quoi, je veux dire. Donc, mais est-ce que c'est la vue du sang ou est-ce que c'est parce que on est plus, je sais pas, dans le braisé, le boucané pour faire un peu cliché, mais tu vois ce que je veux dire? Culturellement, je sais pas. En tant qu'enfant, moi, c'était la couleur et le C'est goût. la couleur? C'était Ok. la couleur et le goût. Le goût me donnait l'impression, un peu comme quand vous croquez votre joue et que vous avez du sang dans la bouche. Ah, Ça me ok. donnait ce même type de dégoût et la couleur, c'est un problème. Après, culturellement, j'ai quand même l'impression que on aime bien que la viande, les afrodescendants, ait le goût de quelque chose d'autre, de la fumée, de la braise, et il faut qu'il y ait le goût de C'est la ça. viande est quand même très caché. On n'est pas nécessairement friand de tout ce qui est cru, j'ai l'impression. En tout cas, dans la Caraïbe, on peut pas parler pour toutes les zones où il y a des afrodescendants, mais j'ai quand même l'impression que c'est un peu ça. Et du coup, j'avais un problème avec les associations trop directes. Je sais que je mangeais pas de saucisses parce que j'avais remarqué que le bout des saucisses ressemblait aux fesses de mon chat. Je sais pas si vous voyez. Ah, d'accord. Ok. Ah oui, Et du coup, je pouvais pas manger ça. C'était la première chose dans l'enfance. Et je pense que le plus gros déclic dans France, c'était en France plus tard, où j'avais un beau-père. On avait un chien, un gros chien. J'avais un beau-père qui était très violent. Trigger warning, violence. J'avais un ouais. beau-père qui était très violent, de toute violence que vous pouvez imaginer, vraiment. La première personne dans la maison qui a vraiment pâti, on a tous pâti de cette violence, mais la première personne qui a vraiment pâti de la violence dans la maison, c'était le chien. C'est-à-dire que les premiers signes de violence qui étaient évidents, c'était avant d'être sur mon corps, c'était vraiment sur le chien. Quand le chien faisait quelque chose, c'est vraiment, enfin, j'ai des souvenirs d'être dans mon lit, de me boucher les oreilles et d'entendre le chien pleurer. Enfin, c'était ouais 8 ans de mon enfance où j'avais le sentiment en fait que la violence qui avait été faite sur mon corps avait été travaillée sur mon chien d'abord. Du coup, c'était ouais un souvenir d'enfance un peu traumatique où j'avais l'impression d'être plus comprise par mon chien que par mon beau-père. Il y a eu une déconnexion de solidarité interespèce, je pense, à ce moment-là. Ouais, j'avais vraiment eu ce sentiment que j'étais mieux comprise par ce chien et que je pouvais mieux comprendre ce chien. Ça a été, ouais, et ça m'a pas fait devenir végétarienne, mais ça m'a ouvert sur un autre plan de ma sensibilité, je pense, en tant qu'enfant. Déjà, peut-être même reconnaître la souffrance animale, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que, et comprendre que la souffrance animale, enfin, en tout cas, la souffrance de ce chien, exprimée de manière différente, hein, j'entends bien que, du coup, tu n'aboies pas, ou qui ne parle pas, voilà, français. Il y a eu peut-être ce truc où, malgré, alors, ça va faire très cliché, mais malgré la différence du coup d'espèces, la douleur était là, la peur, j'imagine, était partagée, l'expression de la douleur, parce que on parle pas la même langue avec les chiens, mais on comprend quand le chien souffre. Enfin, peut-être qu'il y avait une connexion qui s'est faite en se disant que, bah, enfin, je sais pas si c'est une connexion, mais du moins, cette séparation qu'on fait entre l'autre, entre l'animal et soi-même, bah, ça a sûrement été rompu, alors par la violence, malheureusement, mais ça a sûrement été rompu et ça a pu ouais, rapprocher un peu, te rapprocher peut-être des animaux, peut-être. Oui, et je pense que ce que j'ai vu, en fait, plus que la douleur, parce que je pense que la douleur, je savais avec les cabris, avec les poules, avec tout ça, plus Mm. que la douleur, et je pense que tu l'as mentionné, ce que j'ai vu chez le chien, c'était le trauma, en fait. Mm. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas vu. Il y a beaucoup ce truc de ah, on abrège leur souffrance quand on mange des animaux, c'est rapide, c'est une Mm. mort rapide, c'est une mort humaine. Ce que j'ai vu chez lui, c'était les mêmes réactions traumatiques. C'était même quand il Mm. n'y avait pas nécessairement de violence, le chien qui va se cacher. J'ai vu un chien pleurer. Enfin, j'ai vu son attitude changer, j'ai vu sa personnalité changer. Enfin, j'ai vu une personne en fait, Mm. une personne dans le sens quelqu'un qui a une personnalité. Mm. Ce que je pense j'avais pas spécialement capté avant. Enfin, là, on parle d'une enfant de 8 ans. C'était Oui. à peu près dans ces âges-là. Et il est mort très très misérable, ce chien. Il a jamais eu de. Enfin, il est mort avant que cet homme disparaisse de ma vie. Donc ça a vraiment été la fin de sa vie, quoi. Je pense qu'il y avait un sentiment de culpabilité aussi parce que c'est un chien qui n'a pas eu de salvation. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ouais. D'accord. Donc ça fait partie on va dire, des premières expériences qui t'ont confronté à l'animalité
ou à l'expérience animale, ou à la considération d'une expérience animale? Ça m'a emmené à la considération de l'expérience animale entremêlée avec d'autres oppressions dès le départ. Du coup, la Mm. misogynie, il y avait la misogynie, il y avait le fait que mon beau-père était un migrant haïtien, donc il y avait aussi il y avait tout un tas de dynamiques qui entraient en compte dans ce qui se passait ici, de fatigue, de violence, de criminalité. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui se passaient en même temps, donc j'ai vu le lien en fait où cette violence contre cet animal, ce chien, était très similaire à la violence misogyne contre une enfant aussi, tout simplement. C'était aussi de l'adultisme Mm. que moi je vivais. Il y avait déjà ce truc un peu d'interrelation en fait. J'étais pas Ouais. concentrée sur ce chien. C'est Mm. pas ce que font les mouvements vegan mainstream où vraiment c'est l'animal complètement au centre. Je voyais déjà en fait, je voyais cette relation avec mon chien comme Plusieurs dynamiques qui s'entremêlent. ouais, et que les animaux étaient inclus dedans. Et ça, c'était une étape de l'enfance. Mm. Et je suis pas devenue végétarienne. Au contraire, enfin, j'ai eu un peu eu ce truc de ah c'est bon, on souffre tous. Et j'avais très peu de. Après les années qui ont suivi, c'était vraiment des années de soins et de Mm. passer au-dessus de ces traumas d'enfance, on va dire. Du coup, il n'y avait pas de place pour les animaux, il y avait de place pour personne à ce moment-là, je pense. Et je suis devenue végane à l'université. J'avais des gros problèmes avec la nourriture à ce moment-là, beaucoup de troubles du comportement alimentaire, énormément de culpabilité parce que je regardais des vidéos véganes, je savais ce qui se passait et j'avais une vraie volonté en fait à cette époque-là. J'étais en thérapie, j'essayais de me soigner de cette violence-là. J'avais vraiment un besoin d'éliminer la violence dans ma vie. Et le véganisme m'a beaucoup aidé avec ça. C'est-à-dire que quand j'ai transitionné vers le véganisme, en fait, ces troubles du comportement ils ont disparu. Et je suis pas en train de faire de la pub comme du véganisme comme médecine. J'explique juste comment ça s'est arrivé dans mon parcours de vie, dans ma biographie en fait. La disparition de cette violence-là m'a fait énormément de bien. Je me suis réconciliée avec beaucoup de souvenirs aussi. Je sais que j'ai confronté ces souvenirs que j'ai de mon chien à peu près à cette époque-là de ma vie. Voilà, c'est vraiment le moment où je me suis autorisée à m'asseoir avec ça et à réfléchir dessus. Et ce qui m'a entraînée au véganisme, à l'afro-véganisme à ce moment-là précisément, c'était des contradictions dans ce que j'étudiais. Comme j'ai dit à l'époque, je m'intéressais beaucoup à l'environnement et l'environnement m'a emmenée à l'agriculture durable, et puis voilà, les gens La pêche la responsable. pêche responsable. Les gens qui ont étudié l'environnement en France, vous savez que c'est ça qu'on nous enseigne, c'est le Voilà. pastoralisme, c'est ce genre de choses, c'est vraiment les rebelles des années 60, tu vois, genre les agriculteurs qui mangent du saucisson. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui. C'était vraiment ça qu'on étudiait. Et je me souviens d'un cours, tout simplement, où le professeur avait parlé de la pêche durable. Et il avait dit, il expliquait donc que la pêche durable, l'idée c'est de ponctionner moins de poissons dans l'océan chaque année que ce que l'océan peut reproduire. Ouais. Mais un peu plus tôt dans le cours, il avait aussi dit que les océans étaient presque dépeuplés à ce stade de la crise écologique. Et du coup, j'avais levé la main et j'avais dit, mais puisque les océans sont presque dépeuplés, si on ponctionne chaque année une portion des poissons, même si ça reproduit le même seuil de poissons, est-ce qu'on n'est pas juste en train de reproduire un dépeuplement? Tu déranges. Tu déranges. Dérangeuse. La dérangeuse. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de juste de reproduire une population qui est déjà trop affaiblie? Et la classe s'est retournée d'un seul coup et ils m'ont crié dessus. Ah, c'est vrai? Et oui, il y a une réaction une réaction d'ego. C'était en mode non, mais on prend que les poissons qu'on mange. Après, il y a d'autres poissons, on les rejette dans l'océan. C'était une espèce de vague d'arguments complètement illogiques. Il y avait un truc que j'avais heurté dans la classe. Et tout le monde s'est retourné et il y a eu une réaction extrêmement violente. Et il n'y a que le prof qui a en fait arrêté la conversation et qui a dit non, c'est un bon argument. Et c'est ce qui a arrêté la conversation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un rouleau compresseur d'arguments qui m'est arrivé dans le visage. Je me suis dit, clairement, j'ai tapé dans le bon. Dans le bon genou. J'ai tapé au cours du débat parce qu'il n'y aurait pas eu cette réaction. Du coup, à cette époque-là, j'avais commencé un peu à jouer avec la nourriture, à aller voir les recherches véganes, végétariennes. Et quelques temps après, je travaillais en tant que secrétaire pour un psychologue. Enfin bon, bref. Et on mangeait de temps en temps le soir ensemble quand je travaillais trop tard. Il était très gentil. De temps en temps, il commandait de la nourriture. Et on mangeait des empanadas ce soir-là. Et j'ai croqué dans un empanadas au porc, où en fait le porc était un peu rose. Donc j'en reviens à ce truc d'enfance où je supportais pas la viande rose et j'ai encore eu cette impression en fait de croquer ma joue.
et d'avoir du sang dans la bouche. Et c'est la dernière bouchée de viande que j'ai jamais mangée. C'était vraiment, il y a eu une réalisation à ce moment-là où je me suis dit, c'est terminé. Et tu l'as partagé avec lui ou sur le coup, Oui, oui, j'ai croqué l'empanadas, j'ai posé la moitié de l'empanadas et j'ai dit, c'est le dernier morceau de viande que je mange. Et ça a ouvert une discussion ou juste... Oui, et il a été très opposé à cette décision-là pendant un moment, respectueux dans le sens où il me commandait des repas véganes du coup. Donc il me forçait pas à manger quoi que ce soit, mais oui, sur le moment, en fait, et c'était quelqu'un de très intelligent, donc en fait, j'ai un peu testé mes arguments sur lui, et j'ai Oui, bien c'est ça. vu, en fait, que je ne pouvais pas me faire changer d'avis à moi-même, mais je vous assure que j'aurais bien voulu changer d'avis, j'aurais bien voulu avoir un truc contre ça, ou de réaliser, mais juste logiquement, j'arrivais pas, j'arrivais pas à me faire changer d'avis, mais c'est vraiment le moment où le véganisme est passé dans mon corps, c'est-à-dire que j'ai croqué, et je savais que c'était la fin. C'était même pas rationnel à ce moment-là, c'était vraiment, c'est terminé, c'était terminé. D'accord, donc c'est la dernière bouchée, la dernière fois. T'as pas eu d'envie de viande ou bien l'expérience pêche durable, t'avais déjà dit stop. J'avais déjà dit stop, oui. Je pense que j'ai respecté mon rythme. Vraiment un parcours d'afro-vegan qui a duré pas mal d'années, ça c'est sur plusieurs années. Ouais. Je pense que vraiment le moment où j'ai croqué dans cette viande à la fin, c'était terminé. Et j'ai plus eu d'envie de quoi que ce soit après ça. Et après, quelques semaines après, j'ai commencé à lire, à aller rechercher. Du coup, j'avais ce problème avec la maîtrise que je mentionnais un peu plus tôt. C'est là que je suis vraiment allée chercher dans les textes, gratouiller. J'ai trouvé Afko, Silko, Christopher Sebastian. J'ai trouvé aussi des textes pas nécessairement directement vegan, mais qui étaient qui parlaient beaucoup de la relation noirs-animaux dans la littérature caribéenne. Puis je suis allée du côté africain et j'ai commencé à me dire ok, je veux travailler sur ça, c'est passionnant. Qu'est-ce que tu as trouvé là-bas que tu ne trouvais pas dans le contenu qui était, à mon sens, plus, enfin, en tout cas, de là où je suis, me paraît plus accessible dans le contenu mainstream pour aller vite, quoi. Qu'est-ce que tu as trouvé justement dans les littératures peut-être un peu plus, alors pas forcément afro-centrées, afro-américaines, afro quelque chose. Qu'est-ce que j'ai trouvé là-bas de particulier qui te parlait davantage? Si je peux donner un exemple, en Occident, enfin dans le mainstream, parce que moi, les États-Unis aussi c'est l'Occident, mais il y a ce côté, je dirais, utilité scientifique aussi. L'animal, est-ce qu'il est intelligent? Est-ce qu'il est utile à la production? Est-ce qu'il est, enfin, à l'économie, je dirais? Est-ce que tu as trouvé des choses qui étaient différentes dans d'autres littératures par rapport à la place de l'animal? Ah oui, on n'est pas du tout dans la littérature antispéciste qu'on trouve dans le véganisme blanc. On n'est pas du tout là-dedans. On est plus dans des questions de connexion horizontale, on est plus dans des questions de holistique, ou alors on est plus dans des questions politiques, où on arrive à combiner les causes antiracistes et le rôle de l'animalité, pas toujours de l'animal, même de l'animalité en tant que qualité, c'est-à-dire qui est animalisé, y compris les animaux sont animalisés. J'ai trouvé un champ de conversation qui m'intéressait beaucoup plus, où on n'isolait pas en fait l'animal de tout un tas d'autres questions pour ne parler que de ça, où on ne compartimentalise pas l'animal comme fait le mouvement vegan, et où en fait on va pouvoir commencer à faire des connexions avec d'autres choses, parce qu'on refuse cette compartimentalisation. Il y a beaucoup de façons d'approcher un problème, hein. Je suis pas en train de dire ça c'est la bonne façon et ça c'est la mauvaise façon. C'est la façon qui faisait sens pour moi, c'est la façon dont je pouvais le connecter avec beaucoup de choses que je vois autour de moi. Mais je crois en la diversité des activismes et des approches. Bah, je pense que ton podcast, ne serait-ce que ça, même d'un point de vue afrocentré, l'illustre parfaitement. C'est-à-dire que on va au même endroit, disons, on pose les mêmes actes, mais c'est juste qu'on n'a pas forcément les mêmes routes. En fait, il n'y a pas une route pour tout le monde pour arriver à ce point-là. Donc oui, du coup, c'est valable en intracommunautaire et c'est valable effectivement avec d'autres points de vue extra-communautaires, je pense. Ça se tient parfaitement, j'ai l'impression. Dans la recherche d'intersection plus que de compartimentalisation, c'est tout. Et aussi, j'étais presque à la recherche d'ancestralité intellectuelle. Je sais, en fait, qu'on a des ancêtres qui ont pensé à ça. Je le sais.
C'est pas possible qu'on n'ait pas des ancêtres qui aient réfléchi sur la question. Et j'étais aussi dans cette recherche-là. Et par des afro-descendants, avec une vision afrocentrique ou afrocentrée, oui, est-ce que tu as trouvé pas mal de choses et du coup, est-ce qu'elles font toujours sens ou est-ce qu'il y a un petit temps de digestion, quoi? Je ne sais pas si on peut vraiment trouver beaucoup de philosophie afrocentrée qui parle uniquement de l'animal. Je trouve que cette idée de compartimentaliser cette catégorie animale, c'est déjà un truc très occidental, en fait. C'est ce que je voulais dire. Vraiment, cette idée de cloisonner cette catégorie animale, c'est... Si vous essayez de chercher un texte vegan comme vous trouvez dans le mainstream écrit par une personne noire, ça va être très compliqué. En fait, il faut grossière erreur de débutant, hein, je tiens à dire. Évidemment, je l'ai fait. On l'a tous fait, mais en fait, ça va être compliqué parce que c'est juste pas dans les paradigmes afrocentrés, c'est tout. Ouais. Il faut en fait sortir de cette idée de je veux trouver un texte comme les Européens écrivent par un Africain, ça ne va pas arriver. C'est vrai, c'est surtout si on cherche dans l'ancestralité, dans des textes anciens, en fait. C'est-à-dire que, comme tu disais, c'est impossible que ces questions, enfin, que ce rapport, moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Je vois que c'est plutôt un rapport à l'environnement, à son milieu. Et donc, le milieu inclut donc les gens, la nature, la culture, spiritualité, les animaux. Mais c'est pas cloisonné. Comme tu disais, c'est pas compartimenté, c'est pas le sujet homme versus animaux. Non. Homme versus animaux, nature versus culture. On est dans la philosophie occidentale, en fait. Donc, vous pouvez chercher des philosophies africaines ancrées dans ces paradigmes-là. Ça va être compliqué. C'est pour ça que le sujet de ma thèse, c'est vraiment, des fois, c'est juste relire des textes que tout le monde a lus avec des lunettes différentes. Hein. C'est juste pas aller découvrir des textes... je suis pas en mode Indiana Jones à la recherche d'un parchemin. Des fois, il suffit vraiment de retourner vers des textes que tout le monde a lus et en fait de prendre mes lunettes animalité. Et des fois, je me dis, mais punaise, tout le monde avait écrit dessus, quoi. Enfin... Du coup, toi, après avoir lu tout ça, après avoir eu connaissance de tout ça, d'avoir eu la chance et la capacité de pouvoir trouver plein de sources, enfin, en tout cas, je pense que beaucoup plus que nous, quoi, qui ne sommes pas en recherche sur le sujet en plus. Est-ce que tu te vois poser un travail au-delà de ta thèse, parce que j'ai bien compris que tu faisais la thèse sur le sujet, sur ce sujet-là, mais au-delà de ta thèse, enfin, même si tu as déjà fait, je trouve déjà un super travail de vulgarisation, de redescente d'information, de recentrer aussi l'information. Est-ce que toi, tu penses produire ta propre lecture de tout ce que tu as pu justement emmagasiner, comprendre, intégrer, digérer? Après la thèse, l'idée dans le système académique, c'est d'écrire un livre. Voilà. Une fois que la thèse sera validée, c'est l'idée. Et les postes que j'ai proposés jusqu'à maintenant, c'était soit des postes un peu militants sur l'afro-véganisme, soit des postes historiques, mais où du coup je produisais pas nécessairement de réflexion de ma part volontairement, parce que ça c'est ce que je vais faire dans ma thèse, hein, tout simplement. Oui, j'ai produit pas mal de redescentes d'informations, je vais me calmer un peu sur ça pour me laisser le temps de mûrir ma thèse, d'écrire ce que j'ai envie d'écrire, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Hein. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Oui, l'idée c'est le livre. Hein. L'idée c'est le livre de toute façon. Donc j'arrive. Attendez, soyez patients. Non, mais on attend. Pas de pression, hein, je te mets pas de pression, mais finis vite, comme ça, voilà. Quoi. Comme ça, ce sont pas les petits enfants qui vont lire ce livre, mais peut-être moi déjà, et peut-être, enfin, j'espère. Et voilà, en fait, qu'on ait au plus vite, je pense, tes réflexions, parce que effectivement, t'as beaucoup de ressources. T'as une fenêtre assez large, à mon sens, qui permet justement de reconstituer une analyse qui puisse apporter à tout le monde, et puis, enfin, à tout le monde, aux afrodescendants, mais à tout le monde. D'ailleurs, est-ce que tu ciblerais, quand tu disais, par exemple, tu veux pas que ce soit hors sol, il faut que ça confronte, enfin, il faut que ça apporte au public, donc c'est ce que je comprends. Mais du coup, est-ce qu'il y a des chouchous dans ton public? Ou est-ce que vraiment c'est l'apport intellectuel pour les intellectuels? Quand j'écris, les personnes que j'ai en tête, c'est les communautés afrodescendantes dans le monde. C'est pour ces gens-là que j'écris. Donc,
c'est aussi le but du blog. J'ai pas envie de faire un travail qui va uniquement être lu par des universitaires. J'ai envie d'être lu par ma communauté, j'ai envie d'avoir les retours de ma communauté, j'ai envie de savoir où ils se reconnaissent, où ils se reconnaissent pas. Encore une fois, j'ai vraiment envie que tout ce que j'écrive, que tout ce que je fasse soit toujours dans un dialogue avec mes gens. Maintenant, où est-ce que ce sera publié? Probablement dans des presses universitaires, parce que c'est mon taf. Et c'est ce que je dois faire pour pouvoir avoir un boulot. Maintenant, je trouve que en Black Studies, donc en études africaines aux États-Unis, l'écriture, le type d'écriture est très différent d'autres disciplines. On sent que c'est vraiment une discipline qui a été fondée par des gens qui voulaient être en communication avec leur communauté, donc même les textes universitaires sont beaucoup plus faciles à lire. Aimé Césaire, ça se lit tout seul. Je sais pas, n'importe qui vraiment, hein, Bell Hooks, ça se lit tout seul. Enfin, c'est vraiment des gens qui avaient des écritures très fluides et pas moins intelligentes, et ouais, qui pouvaient exprimer des idées très compliquées d'une façon relativement accessible. Donc c'est le type d'écriture que je vise. Et Instagram, c'était aussi un très bon entraînement pour ça, parce qu'Instagram ne fait pas de cadeaux quand les gens ne comprennent pas. Ils vont plus le dire tout de suite. Donc mais c'est bien. C'est juste pour moi aussi, en fait, savoir si je sais exprimer quelque chose de manière claire, ça me permet de savoir si je sais les penser de façon claire aussi. C'est de la vulgarisation et ne pas perdre le lien justement avec et puis donner enfin j'imagine que c'est aussi donner un sens à sa recherche au final, tu vois, c'est-à-dire que ça serve aux gens, quoi, que ça serve aux gens, en fait, oui, que ça serve aux gens. Il y a Fania Noël que j'avais déjà entendu enfin, il n'y avait pas que Fania Noël, mais il me semble que c'était Fania Noël que j'avais entendu sur le fait de ne pas oublier que la recherche doit apporter aux concernés, en fait, enfin en particulier aux concernés. Et je crois qu'elle donnait l'exemple, alors je sais plus du tout qui c'est, je sais plus du tout, hein. Franchement, désolée pour les name dropping ratés. C'était une chercheuse qui, son challenge, c'était, mais peut-être que tu connais cette histoire, hein. Son challenge, c'était de faire comprendre à son père qui en gros, n'était pas, je sais plus s'il était lettré ou pas, enfin, je sais plus s'il avait un parcours migratoire particulier, du coup, il parlait pas la langue ou en tout cas, il n'avait pas fait les études de sa fille, quoi. Et donc, il n'avait pas tout son vocabulaire et vraiment, son challenge, c'était d'être compris par ses parents. C'était très, très important. Et donc, c'était la mission, en fait. C'est-à-dire que faire tout ça de recherche pour pas réussir à les communiquer à des gens qui en auraient besoin, à qui ça pourrait apporter, plus que dans des dîners de discussion pour, je sais pas, des ambitions, même si c'est tout à fait OK d'avoir des ambitions, voilà, mais voilà, à qui ça pourrait vraiment apporter dans leur vie, quoi, dans leur choix aussi, dans leur manière d'aborder la vie, les gens, les oppressions, qui comprennent en fait mieux leur environnement. Et c'est ce que j'aime aussi avec le format podcast. On reste dans l'oralité, ce qui est quand même très typique aussi des cultures afrodescendantes. On reste dans l'oralité, on reste dans la conversation, on reste dans la discussion, on reste dans l'écoute. Et je veux que mon écrit donne cette même impression. D'accord. Que les gens aient juste l'impression d'être en conférence, je suis assise, je leur parle et voilà, ça peut rester poétique, ça peut rester une belle écriture, ça peut rester, voilà, ça n'exclut pas ces choses-là. J'essaye de faire que ce soit un peu fluide. J'essaye. Après, je suis quand même dans un milieu universitaire où il y a des exigences un peu contradictoires de tous les côtés quand on veut essayer de faire de la vulgarisation. Mais c'est tout le challenge, hein, franchement. Non, mais je te dis, on attend. Moi, j'ai hâte de lire tes articles. Je pense que les auditeurs, auditrices auront hâte aussi, ont déjà hâte aussi même. Ça me fait penser à d'autres choses, à savoir, est-ce que tu vois des défis? On va parler propagation, afro-véganisme, hein, voilà. Donc, est-ce que tu as noté des défis par rapport à, ouais, est-ce que tu vois des challenges qu'il y a à relever, qu'il y aurait à relever? En France? Oui, alors là, c'est pour moi, égoïstement, parce que le podcast est en français, donc non, c'est pas égoïste, c'est pour aussi les auditeurs auditrices, hein. C'est pour centrer. Non, mais pour la francophonie, moi, c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup. Et parce que pour la francophonie, déjà, en premier. C'est vrai qu'il y a un petit retard de la zone qui parle français sur la zone qui parle anglais par rapport à ce qu'on trouve sur
sur l'afro-véganisme. Après, il y a aussi un retard de l'Europe en général. Hein. C'est le dernier continent végétarien, comme j'ai dit dans mon dernier post. Donc, c'est l'Europe en général. Et le premier pays, c'était qui? C'était premier continent Asie, deuxième continent Afrique. Ouais, mais t'avais pas fait les pays aussi où il y avait le Nigeria? Non, c'était le pays du monde où ça augmentait le plus rapidement en 2005. Ah oui, ça augmentait plus, ouais. Il y a beaucoup de challenges. Je pense qu'il va y avoir un gros challenge qui va être d'arriver à créer des structures pérennes en dehors d'Instagram, donc des cycles de conférences réguliers, des endroits pour s'éduquer régulièrement, encore plus de restaurants afro-véganes, il y en a déjà hein, et un shout-out à toutes les personnes qui ouvrent des pâtisseries afro-véganes et des ceci et des cela dans le monde afro-français, afro qui parle français. Il va y avoir ça, les structures, il y a énormément de challenges. Va y avoir la diversité du contenu, c'est-à-dire que moi je suis pour n'importe quel type de contenu, recettes, intellectuels, podcasts, mais il va falloir cette diversité de contenu et d'approche sur l'afro-véganisme pour pouvoir créer un vrai débat, des vrais challenges, tu vois, qu'il y ait un peu de tout, un peu de lifestyle, un peu de politique, un peu de tout ce que vous voulez. Quel autre challenge? Le colorisme, je pense qu'il y a quand même beaucoup de comptes light skin qui montent, où c'est un peu diversité des profils et géographiquement et dans la communauté afrodescendante, pas reproduire les erreurs qu'on fait à chaque fois qu'on se lance dans des entreprises militantes. En plus, en France, on n'est vraiment pas bon avec ça. Il y a beaucoup de challenges. Franchement, je vais essayer de me contenir. Mais c'est vrai que dès qu'il s'agit de mouvements, alors pour rester centré, je vais parler de mouvements afro, cette question du colorisme. Alors, du colorisme et du rapport, alors j'entends bien en Occident, etc., mais du rapport à la blanchité, du white gaze. Oui, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui cannibalise en fait le mouvement. Ça le dévore pour faire un shout-out à ton post sur la dévoration. Ça le dévore de l'intérieur et ça le décentre en fait. Donc et ça l'affaiblit. C'est très vrai, c'est aussi des conversations qu'on a initiées. Lutter contre cette volonté de prouver quelque chose à la blanchité. On peut tout à fait avoir une conversation afro-végane entre nous, savoir ce qu'on a envie de dire, savoir d'où ça vient, au pluriel, de tous les endroits d'où ça vient. C'est ça, définir nos propres choses. On n'a pas toujours besoin. Il y a vraiment ce truc de prouver qui est très fort en France, où c'est agaçant. Je trouve qu'on perd beaucoup de temps. On perd beaucoup de temps et c'est toujours une dynamique d'opposition et ça m'intéresse pas du tout. Oui, c'est ça. C'est qu'on s'éloigne un peu du sujet, quoi. À déconstruire, décoloniser, enfin, à un moment peut-être penser ou passer plus rapidement à l'étape reconstruire ou construction, parce que je sais pas s'il y avait déjà des prémices par rapport à l'afro-véganisme, mais en tout cas la construction de l'afro-véganisme plutôt que de se poser en opposition ou de ramener encore des oppressions qui sont déjà connues et qu'on a déjà identifiées dans d'autres mouvements afro, et que c'est pas la peine en fait de ramener ça. Donc là c'est pour le colorisme, c'est pas la peine de ramener ça dans l'afro-véganisme. Non mais c'est vrai, c'est dommage en fait, c'est-à-dire qu'on tire des leçons de plein de choses, on n'arrive pas à les appliquer à de nouvelles constructions, à de nouvelles bâtisses. Et ça fait du bien, en fait, je vous assure, par rapport à la question du décentrement du regard blanc tout le temps. Je sais que c'est une superbe conférence. Merci à toutes les personnes qui étaient allées à Bruxelles, que j'avais donnée il y a 2 ans maintenant. Ouh là là, ça fait longtemps. J'avais commencé cette conférence, du coup, en expliquant un peu mes recherches et ce genre de choses. Et à la fin, j'avais parlé à beaucoup d'afro-descendants qui m'avaient dit « Mais moi, je pensais que tu allais arriver et que tu allais défoncer les milieux véganes blancs. En fait, tu pas fait ça du tout. Et ça fait du bien. » Et il y avait vraiment eu ce sentiment de relaxation à travers la conférence où en fait les gens étaient juste trop contents d'apprendre sur leur histoire en fait. Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien de savoir que d'avoir cette ancestralité intellectuelle. Je pense que ça soulage beaucoup en fait. Ça c'est super rassurant de savoir que les gens prennent davantage de plaisir à se centrer plutôt qu'à se construire en opposition. Donc ça, je trouve que la réception de ta conférence à Bruxelles, enfin c'est génial, vraiment. Parce que moi, je croyais qu'il y avait un peu cette appétence justement à sortir la pancarte face à la blanchité, par exemple. C'était vraiment
ce qui donnait un peu de fuel, et je trouve que du coup, ça te déconcentre, en fait. Là, oui, franchement, c'est super rassurant comme retour. Hein. Enfin, C'était rassurant pour moi, c'était vraiment mon premier contact avec un public non académique sur ce sujet. Et j'étais juste ravie de la réception. Je me suis dit, mais est-ce qu'on va me sauter dessus? Est-ce qu'on va me dire, t'y connais rien? Enfin bon, je sais pas. Beaucoup de choses auraient pu arriver. Non, la réception, c'était beaucoup de soulagement. Donc c'est très encourageant, en fait, pour continuer. Non, c'est clair. C'est clair. Je voulais un peu te taquiner durant tout le podcast en utilisant quelques-unes de tes expressions, dont mon expression favorite qui sort de ta bouche, qui est ça fait sens, ça fait sens. Tu peux la placer que maintenant. Je le dis, ça fait sens. Ça fait sens. Et toujours pour rester sur le sujet, hein, est-ce que tu as des rôles modèles afro-véganes, pas forcément francophones du coup, hein, parce que bon, qui t'inspirent? J'ai très peu d'inspiration ciblée. J'admire très peu de gens, pas dans le sens où je suis sceptique de tout et tout le monde, mais j'ai pas vraiment de rôle modèle ou de personne que vraiment je mets sur un piédestal, on va dire. C'est pas plus mal. Hein. Moi, je te dis ça en tant que grosse groupie de nature. Ça évite la déception. Mais bon. Oui, clairement. J'aime bien cheerleader. J'essaye de faire ce que j'aimerais que les gens fassent pour moi, c'est-à-dire j'essaye de toujours entendre ce que les gens disent sans espérer qu'ils puissent me donner plus que ce que leur position leur autorise. J'essaye de me détacher de ces choses-là, en fait, où les gens ont un certain positionnement, donc j'essaie de toujours entendre ce qu'ils me disent depuis là où ils sont. C'est de là aussi où j'essaie de pas trop admirer les gens, parce qu'il y a toujours un moment où on va entendre un truc qui va pas nous plaire. Donc j'essaie de ne pas faire ça. Après, pour plagier ce que Issa Rae a dit, I'm rooting for everybody black. C'est vraiment ça. J'ai énormément d'admiration en général pour les femmes afrodescendantes. Énormément d'activisme, énormément de personnes qui ont la force d'écrire, d'organiser, d'être vulnérables dans un monde qui est violent comme ça avec nous. Plus que de l'admiration, c'est un respect gigantesque. C'est un respect gigantesque et vraiment sur les réseaux sociaux où c'est très facile, parce que, enfin, pas que sur les réseaux sociaux, mais sur les réseaux sociaux, aller insulter les femmes afrodescendantes, c'est très commun. Dans le système académique, se défouler sur les femmes afrodescendantes, c'est très commun. C'est pas, j'essaie juste de donner le plus d'amour possible aux femmes noires autour de moi qui font des choses géniales. Tu les soutiens, tu les respectes, mais c'est pas des rôles modèles qui t'inspirent toi dans ton parcours. Ça peut être de l'inspiration, mais ce sera pas nécessairement un rôle modèle. C'est-à-dire, je sais pas, il y a peut-être une fierté, peut-être une fierté, une forme de respect. D'accord, ok. Donc oui, en fait, ça me permettait de voir comment tu pouvais apprivoiser la représentation, en fait. Parce que c'est juste une sorte de représentation, en vrai. C'est juste, est-ce que tu en fais des rôles modèles ou est-ce que justement tu sens l'interaction dont on parlait au début, en fait, c'est-à-dire qu'il y a cette interaction, c'est-à-dire que tu sens qu'elle te parle et donc tu leur renvoies, tu leur réponds tout ce qui est amour, comme tu disais tout à l'heure. C'est très intéressant vraiment cette manière d'approcher la représentation, enfin de savoir comment elle peut être utilisée. C'est que dans l'idée de rôle modèle, pour moi, il y a une pression trop grande que je mets sur le dos d'autres femmes afrodescendantes. Je suis d'accord. Assez, voilà, vous faites assez, j'ai pas envie d'aller dans les DM de tout le monde les critiquer. Je sais au fond de mon cœur que l'immense majorité des femmes afrodescendantes autour de moi, elles font de leur mieux. Vraiment, je le sais. Je ne veux pas mettre cette pression sur qui que ce soit. Non, je te trouve très... Alors, en plus d'être pédagogue, en plus d'être pédagogue, à l'écoute, pas groupie du coup, mais supportive, je sais pas comment on dit en français, quoi. Encourageante, voilà. Et avenante. Donc ça, c'est ce que je dirais de toi là tout de suite. Voilà. En fait, je pourrais dire bien d'autres choses. Groupie. J'ai dit que j'étais une groupie. Vous savez, là, tout le monde sait que je pourrais dire bien d'autres choses. Bon. Mais du coup, toi, peux-tu nous dire ce qu'on dit de toi? On a déterminé, on a dit. Déterminé. Positif, souriante en général. On me dit que je suis souriante. Oui. Du coup, ça match avec mon prénom. Oui. Souriante. Qu'est-ce qu'on me dit? On m'a dit courageuse beaucoup. Oui. On m'a dit courageuse. Oui. Déterminée, on a déjà dit.
sais pas s'il y a un mot pour définir cette qualité, mais je pense que j'aime les gens. J'aime les gens. J'aime peut-être plus que ce qu'on me renvoie, j'en sais rien, mais j'aime beaucoup les gens. J'aime bien discuter, j'aime bien que les gens se sentent à l'aise, je sais pas. Et défaut, brusque. Défaut, moi, j'ai pas demandé. Pas de défaut, non, il n'y a pas de défaut. Est-ce que les gens osent? Est-ce que les gens viennent te dire tes défauts? J'ai dit ce que les gens disent de toi. Tu sais quoi? Oui, personne ne vient rien me dire en face. Ouais. On va dire que j'ai pas de défaut. Moi, c'est ça ma question. J'ai pas dit est-ce que tu as des défauts? Dis-nous tes défauts. J'ai dit qu'est-ce qu'on dit de toi? Est-ce que les gens viennent te dire Ils vont rien me dire en face. Ou bien sinon ils pensent un truc, mais c'est une fois qu'ils t'ont découverte, apprécié, etc. Ils font ouais, au début, je pensais que t'étais Ouais. voilà, je pensais que t'étais arrogante. Là, je parle pas pour toi, hein, je parle des choses. Je me sers moi-même là. Mais ouais, est-ce que oui, voilà comment les gens osent en général. Et c'est peut-être pas plus mal. Hein. Je n'appelle pas à ce qu'on aille balancer les défauts à la tête des gens. C'est pas la peine. Restons tranquilles et courtois. Et du coup, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'on dit de toi? Oui. Oui? Oui, je pense que si ça revient, c'est que c'est probablement vrai. Oui, je pense que oui. Je pense que je suis pugnace et oui, j'aime bien sourire. Oui. Tu es rayonnante? Oui. Je te trouve aussi, mais peut-être que c'est ton parcours, mais je te trouve aussi avisée. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est l'expérience. Je pense que pour avancer dans la vie, particulièrement pour les femmes afrodescendantes queer, parce que je suis gay aussi, petit cumul, je pense que c'est comme ça que je navigue, c'est tout. Je tire des leçons de beaucoup de violences que j'ai subies, c'est tout. Je sais pas si je suis avisée naturellement ou si c'est juste la vie qui m'a travaillé au corps, mais moi je pense que c'est la vie qui t'a travaillé au corps, mais ouais, parce que pour être avisé, ça veut dire qu'il faut tirer des leçons. Alors soit des expériences des autres, ce qui est ok, mais parfois c'est dans sa chair quoi, qu'on comprend les leçons et qu'on arrive à les appliquer. Ah ben vraiment, mais même ma recherche, hein, elle était très liée à des moments de vie, hein. Je pense que vous l'avez compris, mais c'est très souvent lié à des chocs émotionnels au final. Hein. C'est aussi ça, c'était des choses que j'avais besoin de comprendre à cause de quelque chose qui m'était arrivé. Quoi. C'est très, très dans la chair, plus que dans le cerveau. C'est très ancré, du coup, c'est dense, moi, la scorpion que je suis, là, ça me parle, ça me plaît. L'intensité, ouh! Non, mais c'est ça! Mais oui! Et du coup, parce que, ouais, on parlait d'expériences traumatiques, de pouvoir, justement, je vais pas utiliser le mot résilience, mais bon, t'as compris que c'est un peu ça l'idée, voilà. Parce que ça me fatigue un peu, le mot résilience, mais c'est un peu ça l'idée, mais du coup, est-ce que tu as des chambres de décompression? Est-ce que il y a des choses qui te permettent de te soigner, de prendre soin de toi, ou bien, oui, de prendre soin de toi déjà. En fait, là, on a beaucoup parlé du système académique et de trauma, mais enfin, le vrai but de ma vie, c'est de pouvoir aimer et d'être aimé, et je pense que c'est le cas, premièrement. Je veux que ce soit dit, parce que quand on voit les femmes afrodescendantes dans les archives, elles sont souvent réduites à la violence. On les voit souvent apparaître quand elles meurent, quand elles sont frappées, quand il y a un procès. Du coup, je veux le dire et que tout le monde l'entende. J'aime et je suis aimée. Voilà, donc ça c'est la première chose. Donc je vis, ma partenaire, mes amis, c'est mes premières sources même pas de décompression, mais c'est pour eux que je vis en priorité, plus que pour ce travail. Et c'est pour ça que je disais, si jamais je peux plus étudier ce que j'ai envie d'étudier dans le système académique, je partirai. Et après, dans les choses plus terre à terre. C'est très terre à terre. C'est très terre à terre. Voilà, une petite larme, mais ça va aller. Mais non, mais c'est fort ce que tu dis en fait. C'est fort ce que tu dis, c'est important. Et d'autant plus que alors là, je parle de mon point, hein, mais tu parlais par exemple du fait d'être une femme afrodescendante queer. Et je pense que c'est important. Alors non pas de nier les difficultés, de ne pas montrer, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais de montrer aussi des modèles. On va pas dire rôle modèle parce qu'on a compris la pression, mais en fait d'avoir aussi des représentations
positive, positive, inspirante. On se dit, ah ouais, on aimerait bien être comme elle. Ah ouais, si je montre ça à ma petite sœur, eh ben ça va lui parler. Ah ouais, enfin, ça va lui parler dans le sens, ça va lui redonner de la force. Il y a de la représentation qui est très, très importante pour ne pas se sentir seul, pour comprendre aussi que ce qui nous arrive, c'est aussi plus large. De comprendre aussi l'oppression, mais c'est très important, à mon sens, de voir aussi que c'est quand même possible d'être aimé, d'aimer, de pouvoir faire ses études, faire ses recherches, de viser le bonheur, en fait. C'est une petite prétention de vie, vraiment viser le bonheur plutôt que vivre toujours, enfin, de voir sa vie comme une éternelle lutte, en fait. Juste, essayer de changer, enfin, de se dire que c'est aussi possible de viser le bonheur. Ah oui, moi c'est ce que je vise en priorité vraiment, hein. L'activisme c'est pas le premier plan de ma vie et je trouve qu'il y a juste quelque chose de très radical. J'aime une femme noire. Voilà, c'est dans un monde qui te dit que tu es détestable en fait, j'ai juste envie de donner cet amour-là et j'ai envie que si dans 500 ans des archéologues retrouvent mon nom, ce soit pas juste Solaire est morte. Voilà, je veux pas que ce soit juste ça, je veux qu'on sache qui j'ai aimé, qui m'aime. Je veux qu'on sache que j'étais quelqu'un en fait, que j'étais une personne. Voilà, je veux pas être réduite à cette violence-là qu'on subit. Donc voilà, on va le crier haut et fort aujourd'hui. Et dans les questions du soin de moi, plus au niveau de mon corps du coup et de mon existence charnelle. Hein. Les choses physique, hein. Je fais des choses de californienne basique, hein. Je fais du skate. Ah, mais on veut savoir. Avec mon smoothie apple kale, je vais à la cannelle ou pas? Est-ce qu'il y a de la cannelle? La cannelle, c'est pour les faibles. Je vais à l'université en patin à roulettes, enfin j'en sais rien, ces choses-là je les fais, un petit peu de yoga ici et là, le gel de Nkui de Forme Mou, parce que c'est la aïe. Prendre soin de vos cheveux, prendre soin de mes cheveux, ou juste, je sais pas. Oui, d'ailleurs tu nous as enfin, bon, est-ce que je le dis, est-ce que je crâne un peu? Voilà, c'est l'occasion, je saisis. Bon, moi, je t'avais déjà vu, du coup, parce que tu étais passée à Bruxelles et du coup, tu es passée aussi à Paris. Donc, j'ai pu voir à quel point tu es rayonnante. J'ai pu voir à quel point tu portes très bien ton prénom, Solaire, n'est-ce pas? Et du coup, là, le monde, Insta en tout cas, a eu aussi la chance de voir ton afro. Magnifique et heureux. Ben oui, et ton sourire, c'est clair. Et ton afro, du coup, sponsorisé par Femme L'amour ou pas? Oui. 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 Non, mais ouais, c'est cool. Je pense que les gens étaient très contents de pouvoir enfin mettre un visage sur ta voix et ton travail. Pour être sérieuse 2 secondes, je pense que c'était important de le faire. Ouais, non, mais parce que j'imagine qu'il y a un confort dans l'anonymat, madame. Bien sûr, ouais, il y a un confort. La justification pour moi, c'était de pas personnaliser le Instagram tant que je faisais le podcast. Parce que je voulais pas que ma personne soit trop importante pour pas. Voilà, là j'arrête le podcast du coup pour un petit moment où c'est plus très important maintenant. La raison émotionnelle, oui, clairement, il y a un confort dans l'anonymat. J'aime bien. Il y a un confort même dans le fait de se cacher derrière la parole des gens qu'on invite dans le podcast. Hein, on va pas se mentir. Hein. C'était aussi. C'est pour ça que je disais que c'était aussi une expérience de validation en fait. Je veux pas que ça m'a autant apporté, je pense, qu'au public. Hein, vraiment, c'est une expérience de validation pour mes croyances également. D'accord, très intéressant. Oui, donc tu nous as dit, tu vas en patin en cours, pour donner tes cours. Oui, tu prends soin de tes cheveux. Donc oui, donc sport, yoga, on a dit yoga. Est-ce que tu es dans le healthy diet, voilà, ou est-ce que tu es dans pas forcément healthy, mais voilà, tu as dit que ça t'avait guéri de tes TCA. Est-ce que du coup ton rapport à la nourriture est tout enfin là genre ça va super bien et tu navigues, tu découvres encore plein de choses afro-véganes. Est-ce que vous êtes bien servi, afro-vegan ou vegan d'ailleurs, en Californie par rapport à ça?
Oui, après je cuisine, hein, tout simplement. Je cuisine énormément parce que j'ai quand même un salaire de thésarde, c'est pas énorme. Du coup, je cuisine énormément. Là où j'habite spécifiquement, pas vraiment, mais dès qu'on va vers Los Angeles, San Francisco, c'est bon, il y a tout et n'importe quoi. C'est très très bon ici. Je suis pas spécialement dans les régimes ou dans le manger sain. D'ailleurs, la santé, c'est vraiment la partie du véganisme où moi, c'est passé au-dessus de ma tête. Vraiment, je ne suis pas du tout devenue végane pour ma santé. Donc il y a des gens dans le podcast qui en parlaient. J'étais très contente qu'ils en parlent à ma place parce que je n'y connais rien. J'ai eu 0 études. J'ai juste fait des études sur ce qu'il fallait faire en fait pour que le régime vegan puisse être soutenu par le corps, donc la B12, ce genre de choses. Vraiment pour des raisons pragmatiques, mais je suis pas du tout dans les régimes. Bien sûr, par rapport aux nutricides aussi, quand même. La nutrition, du coup, non? Récemment, je suis toujours partie d'un principe tant qu'il y a plein de couleurs dans mon assiette, c'est bon. C'est vraiment, j'étais un peu ce type de personne où même pour la peau, les cheveux, c'était un peu comme on en discutait avec Formule nous, c'était essayer de pas mettre, ça marche pas toujours parce que j'ai très peu de temps avec la thèse, mais essayer de ne pas mettre sur ma peau, mes cheveux, des choses que je mettrais pas dans ma bouche. Enfin, il y avait beaucoup de principes en fait que j'utilise comme ça dans la vie. Vraiment, le côté de la santé, c'est le gros point mort pour moi. Je m'y intéresse un peu parce qu'aux États-Unis, c'est vraiment peut-être une des raisons que j'entends le plus dans le développement de l'afro-véganisme ici. Donc j'essaye de m'y intéresser un peu pour ma recherche. Et une fois que j'ai ancré la question de la santé dans les questions des oppressions systémiques, c'est devenu beaucoup plus intéressant pour moi. Du coup, je l'ai connecté avec quelque chose qui m'intéresse énormément. Mais non, je mange pas spécialement sain. Je pense que je mange pas mal sain non plus, tout simplement parce que je cuisine, que c'est beaucoup de cuisine caribéenne. Je me lance un peu dans la soul food parce que ma partenaire est africaine-américaine. J'essaie de découvrir un peu ici. Il y a beaucoup de cuisine mexicaine, asiatique. Et comme j'essaye, comme Maylove a dit, de consommer un peu local, je fais plutôt ça aussi. Mais dans les coopératives, je prends les légumes qui sont là-bas et je trouve quelque chose à faire. Après, la cuisine afro-centrée, c'est beaucoup dans les techniques de toute façon. Plus parfois que dans la localité des légumes. On peut faire des choses afro-centrées avec des légumes du Mexique. Parce que la Californie, au niveau de l'alimentation, c'est très très mexicain. Est-ce que vous avez des jardins, enfin on va dire des jardins partagés. Est-ce que tu vois qu'il y a des initiatives là où tu es, du coup, pour l'accessibilité aux fruits et légumes en particulier? Ouais, fruits et légumes. Je vis dans une ville de riches, donc oui. Mais c'est clairement pas la réalité des États-Unis en général. Ça dépend vraiment beaucoup de la racialisation de l'espace et de la classe sociale. Donc là où j'habite, il n'y a pas de souci. Mais c'est un endroit très très privilégié. Voilà, je ne vais pas spécifier la ville, mais c'est un endroit très très privilégié, où c'est d'ailleurs très difficile de vivre avec un salaire de thésarde, parce que on n'a pas vraiment le salaire pour vivre ici. Mais non, je me sens très privilégiée. Oui, il y a des petits jardins partagés. J'habite juste en face de la mer, donc j'ai énormément de chance au niveau de la localité. Alors, je vais poser quand même ta question classique, parce que bon, c'est vrai que on a un peu abordé le sujet, mais 3 actions qui répondraient à ta question phare. Comment prends-tu soin de toi? Solaire. Entretenir mon corps, entretenir mes relations, entretenir mon esprit. Donc le corps, comme on a dit, bien sûr le sport, si on peut en faire, manger équilibré, si on peut, si on est dans le contexte où il faut faire ça, ou manger des choses qui vous font plaisir, si vous pouvez pas nécessairement manger équilibré à cause de là où vous êtes. Entretenir mon esprit, je fais que ça. Littéralement, lisez ce qui vous intéresse, étudiez ce qui vous intéresse, explorez vos centres d'intérêt, laissez pas les gens lever les yeux au ciel sur ce qui vous intéresse, explorez ce que vous avez exploré, et entretenir mes relations, comme j'ai dit. Excuse-moi de te couper, hein. Tu peux juste redire l'avant-dernier point là, parce que moi j'aurais eu besoin de l'entendre. Je pense que des personnes ont peut-être besoin de l'entendre, de réentendre. Ne laissez personne lever les yeux au ciel sur vous là. On veut l'entendre de ta bouche. Ne laissez personne lever les yeux au ciel sur vos centres d'intérêt, ils sont légitimes. On a trop caricaturé les femmes afrodescendantes pour être intéressées sur le R&B, sur le ceci, sur le cela, on critique toujours les centres d'intérêt, ne vous laissez pas faire. C'est très légitime, quel qu'il soit. Donc, la spéculation intellectuelle, c'est pas juste sur la philosophie occidentale, vous pouvez le faire sur n'importe quoi. Et voilà, c'est l'afro-véganisme qui m'intéresse, donc jusqu'à ce que je sois fatiguée de ce sujet-là, vous allez en entendre parler, et tout. Et ce sera ce que ce sera. Oui, ne vous laissez pas. Et je dis ça, c'est parce que c'est difficile même pour moi. Hein. Des fois, c'est même des personnes afrodescendantes qui lèvent les yeux au ciel, et c'est très difficile, c'est même plus difficile que quand c'est des personnes blanches.
Oui, je comprends pourquoi les personnes n'y sont pas intéressées, puisque moi-même, j'étais très anti-végane dans le passé. Ouais, émotionnellement, c'est dur, mais ayez confiance en votre cerveau. Ayez confiance en vous-même, en vos centres d'intérêt, en vos obsessions. Et troisièmement, entretenir les relations, comme j'ai dit. Le but de ma vie à la fin de la journée, c'est d'être aimé. Donc, voilà, prendre soin de... Je sais pas, à 5 heures, moi, c'est le moment famille, c'est bon. C'est le moment pour ma compagne, moi, et c'est tout. Et je sais que, voilà, j'ai juste envie de... Si je meurs demain, j'ai juste envie de savoir que j'ai été aimée par mes gens qui me connaissent vraiment. Ah, j'aime bien quand tu nous parles de sentiments, moi. C'est vrai, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Ouais, être heureuse. En fait, mes buts sont très simples, hein. C'est ça qui est... Je force sur des sujets niches ou je sais pas, mais mes buts sont vraiment très simples. Donc, souhaitez-moi de l'amour, de la paix. Et si vous voulez un souhait plus professionnel, l'intérêt du plus grand nombre. Et quand je dis l'intérêt du plus grand nombre possible, c'est je veux pas nécessairement... Je veux pas 1 million d'abonnés qui me lisent pas. Mais plus de gens qui sont intéressés par l'idée de lire sur ces sujets ou ce genre de choses. C'est ça que vous souhaitez également. Solaire, je crois qu'on arrive à la fin de ce podcast. Hein. On pourrait discuter encore des heures, hein. Mais je crois qu'on arrive à la fin. As-tu un dernier mot à nous délivrer? Comme je l'ai dit, c'est pas du tout la fin du blog, hein, vous allez me voir sur Instagram encore, mais ça va être la fin du podcast en français. Donc un grand merci à toutes les personnes qui ont accepté ces invitations, qui ont pris le temps, à toutes les personnes qui ont écouté, à toutes les personnes qui ont relayé, à toutes les personnes qui vont relayer encore, parce que vous pouvez encore relayer les épisodes. Donc ouais, juste beaucoup de gratitude, et de la gratitude en particulier pour les gens avec lesquels j'ai noué des amitiés, dont toi Charlotte, hein, je voulais vraiment que ce soit toi qui fasse cette interview, parce que c'était évident d'ailleurs, je m'étais dit tiens, le dernier épisode, on fera un espèce d'épisode d'introduction de ma personne, et c'était évident que ça devait être toi. C'était vraiment une des personnes où on a gardé un contact presque quotidien, en fait, hein, depuis, malgré la distance, depuis le du podcast, ouais. Je m'entends pas parler pendant 2 jours, je suis en mode Charlotte, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Le quotidien, ouais. Donc, merci à tout le monde, et à bientôt sur Instagram. Et il y a beaucoup de choses qui viennent, il y a beaucoup de choses qui arrivent, il se passe beaucoup de choses dans ma vie en ce moment, donc je suis très très pressée de pouvoir parler de tous ces projets-là. Eh bien, merci. Merci Solaire de t'être prêté au jeu. Merci pour cet entretien. Merci pour tes partages, pour tes vues, pour tes apports pour le mouvement afro-vegan francophone. Je tiens à préciser francophone. On manque de ressources, désolé, mais je suis obligée d'insister, mais on manque de ressources. Moi, j'ai manqué, en fait. Bon. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci également de m'avoir fait confiance pour la clôture de cette saison. Merci pour le quotidien que tu me laisses partager avec toi au travers de conversations qui ne finissent pas, de dérangeuses aussi. Mais ouais, c'était un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir et ce sera encore un plaisir demain. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à le partager au maximum. C'est très important. Ça permet de faire vivre le podcast, de continuer à le faire vivre. En attendant, je déclare la saison 2 du podcast L'Afroécologiste terminée.